Bonsoir Laurence. Avec Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Bonsoir Monsieur Villedieu. Bonsoir. On va voir avec vous ce qui va bloquer demain dans les transports. François Pipponi, ancien député, est là. Bonsoir. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Souillot, secrétaire général FO. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Secrétaire général. Et avec Éric Revel, journaliste. Allez, on va commencer par tout ce qui va bloquer demain. Ça va être assez compliqué de se mouvoir, en tout cas en France. Chauffeurs routiers aussi qui vont bloquer. On fait le point avec Sarah Fenzari. La mobilisation sera forte dans le secteur de l'éducation. Le premier syndicat du primaire prévoit que plus de 60% des enseignants du premier degré seront grévistes et que plusieurs milliers d'écoles seront fermées. Dans le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer 48 heures avant. Mais pour Maxime Repère, secrétaire du syndicat des collèges et lycées, cette mobilisation pourrait être historique. J'ai l'intime conviction que la journée de demain sera une journée extrêmement suivie et témoignera d'une volonté collective, justement, de dire non à ce projet de réforme. Du côté des transports, pour la SNCF, le réseau ferroviaire sera fortement perturbé avec en moyenne un train sur 5 et aucun intercité de jour. Pour la RATP, un métro en moyenne circulera et un RER sur 2 aux heures de pointe. Dans les airs, un vol sur 5 sera annulé à Paris-Charles de Gaulle et 30% des avions resteront à terre. Depuis vendredi, le secteur de l'énergie est déjà mobilisé à l'appel de la CGT. Plusieurs centaines de centrales nucléaires connaissent des baisses de production d'électricité sans impacter le consommateur. Le mouvement a vocation à s'étendre, à minima jusqu'au 7, à maxima jusqu'à la Gagne, avait averti samedi dernier Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Énergie. Du côté des raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible pour, dit-elle, bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement perdure, il pourrait impacter plus de 40 millions d'automobilistes en France. Les routiers, eux, sont entrés à leur tour dans la contestation et ont débuté leur mouvement de grève ce dimanche avec des blocages de plateformes logistiques, de zones industrielles et d'opérations escargots prévues partout en France. Comme les routiers, l'industrie entre dans la protestation, notamment chez les géants du secteur, aéronautique, automobile et sidérurgie, où 1,5 million de salariés sont concernés. Voilà, on a une vision dense de ce qui est prévu pour demain. Frédéric Souillot, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt pour aller pour bloquer le pays ? Mettre la France à l'arrêt demain, c'est la grève pour les salariés, pas des blocages sur les ronds-points, mais des ralentissements, des distributions de tracts. On a aussi des agriculteurs qui viennent manifester demain et peut-être que leur tracteur tombera en panne sur le rond-point. Alors après, on n'y peut rien, une panne, c'est une panne. D'accord. On verra combien de temps. Donc tous les moyens sont bons pour bloquer le pays. Tous les moyens sont bons pour mettre la France à l'arrêt. On a aussi la CPME qui avait sollicité ses adhérents, et notamment dans les Côtes-d'Armor, où la CAPEB explique que... Qu'est-ce que c'est la CAPEB ? La CAPEB, c'est le bâtiment petite et moyenne entreprise. D'accord, ok. Et ils expliquent qu'ils sont contre cette réforme et qu'ils n'iront pas sur les chantiers demain. Et on a aussi des commerçants qui vont tirer le rideau. D'accord, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Combien de temps vous pouvez tenir ? On va tenir jusqu'au retrait. Mais c'est les grévistes qui décideront lors des assemblées générales demain soir ce qu'ils font pour le lendemain et après. Et sur le monde. Fabien Villedieu, vous, c'est Sudrail, donc c'est les transports. On apprend que le trafic sera très perturbé, non seulement mardi, mais aussi mercredi à la SNCF. On est parti pour un mouvement reconductible. Jusqu'à quand ? Jusqu'à la victoire. Voilà, aujourd'hui, la victoire est à portée de main. Voilà, on a un alignement de planètes. C'est quoi cet alignement de planètes ? C'est une unité syndicale historique. Voilà. D'habitude, il en manque toujours un, deux. Là, il y a tous les syndicats. On est unis. Ça, c'est le premier élément. On a une grève reconductible dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2019. Il y avait 2 secteurs professionnels en grève reconductible. Il y avait la RATP et il y avait la SNCF. Là, il y en a une dizaine. Il y a l'énergie. Il y a l'éducation nationale, il y a les RATP, il y a la SNCF, il y a EDF. Donc il y a plus de secteurs professionnels en grève reconductible qu'on avait en 2019. On a l'opinion publique a bien plus avec nous qu'elle n'était en 2019. Et dernier élément, il y a des choses qui ont changé. On a un gouvernement qui est affaibli par rapport à 2019. Il y a eu une élection qui est passée. Et aujourd'hui, ils ont une majorité qui est relative. Voilà, donc ils peuvent faire
je n'écoute rien, je pars en voyage à l'autre bout du monde pour surtout pas discuter des retraites. Il peut faire ça, c'est de la communication. Vous parlez du président Macron, là. Oui, du président Macron. Je pense qu'il va faire tout le tour de la planète pour justement ne pas, lorsque il y a une grève, s'il y a une grève reconductible, à un moment donné, il va bien falloir qu'il revienne. Mais donc, du coup, on a cet alignement de planète. Donc, on peut gagner. Moi, je veux me tourner vers tous les gens qui doutent, et je sais qu'il y a des gens qui doutent, parce qu'effectivement, on peut avoir un gouvernement qui n'écoute rien. On peut gagner. Les ils sont là si on s'en saisit, si on a cette grève reconductible qu'il y a dans un certain nombre de secteurs et qui se multiplie, on gagnera. Tout simplement. Voilà. Alors, Éric Revel, un mouvement de grève qui est parti pour durer et pour bloquer le pays un bon moment. Quand on écoute les deux leaders syndicaux, enfin le porte-parole et le leader de FO, on se dit que oui, leur optimisme fait qu'ils sont sûrs de la victoire, puisque vous avez répondu tous les deux que ça s'arrêtera au moment où vous aurez gagné, c'est-à-dire au moment où le texte sera retiré en réalité. Bon, où il y a un problème quand même, je vais vous le dire, c'est que on attend une très forte mobilisation le 7 mars, mais dans tous les sondages, on voit que crescendo, les Français sont opposés à cette réforme, et les pourcentages augmentent, j'allais dire, jour après jour, mais il y a aussi une majorité de Français qui pensent quand même que cette réforme sera votée. Que cette réforme sera votée. Donc, est-ce que vous ne craignez pas, je vous pose la question à tous les deux, mais à M. Souillot d'abord, est-ce que vous ne craignez pas que cette deuxième item, c'est-à-dire des Français qui pensent quand même que la réforme sera votée, va à un moment donné vous desservir, précisément si la grève est trop longue, parce que les salariés qui ne sont pas adhérents de syndicats, eux, ils pochent les jours de non-travail. Est-ce que c'est pas un frein à votre optimisme qui est communicatif va en arriver aux sur caisses ce de plateau? grève. Monsieur Souillot. Alors, notre optimisme, il est communicatif sur ce plateau, mais aussi à l'extérieur. On n'arrête pas de faire des assemblées générales, des meetings, et on fait la France entière, notamment la France des provinces, qui aujourd'hui, et j'avais eu l'occasion de le dire, et j'étais déjà assis là, la retraite, c'est aussi le catalyseur de ce qui bouillonnait déjà dans la marmite. J'ai entendu sur l'info Bruno Le Maire se félicite. Je ne sais pas, le porte-parole du gouvernement nous expliquait en août que le pic de l'inflation serait atteint en septembre ou en octobre. Mais sur ma question, mais c'était avant qu'ils nous accusent des 7 plaies d'Égypte. Oui. On espère que demain, il n'y aura pas une Monsieur pluie. On l'écoutera tout à l'heure. Pardonnez-moi, sur ma question très précisément, Mais non. est-ce que le fait que les Français vous rejoignent de plus en plus, et visiblement il y aura plus de monde encore, Louis de Ragnel le disait tout à l'heure, cette manifestation, c'est 1, 2, 1, 3, 1, 4 millions de prévus par les services de police. Ouais. Donc c'est une manifestation qu'on n'a pas vue depuis des dizaines d'années. Mais en même temps, les Français vous disent, OK, on va y aller, mais on a le sentiment que la réforme sera quand même votée. Allez, un petit mot avant la pause, et puis je vous passerai après la parole. Monsieur Souillot, alors, sur la question d'Éric Revel. Sur ma question, pardonnez-moi d'y revenir. Ils disent cela, et je reviens sur ce que je disais en début de propos. Quand on les rencontre, quand on discute avec eux, on ne fait pas grève par procuration comme c'est précédemment dans les différents mouvements. Dans les différents mouvements, on comptait sur les transports ou les fonctionnaires pour faire grève. Ou les routiers. Aujourd'hui, dans le privé, et vous avez parlé de l'industrie, l'aéronautique, la sidérurgie et tout cela, ils seront en grève demain, et demain soir, ils vont se voir pour reconduire la grève. Et bien évidemment, ça coûte à tout le monde, même aux adhérents des organisations, même si on a un fonds de grève pour indemniser nos adhérents, mais c'est pas un frein pour nous. Alors, dans un instant, sur ces caisses de grève, avec Louis de Ragnel, Fabien Villedieu, je vous passe la parole dans un instant, c'est la pause. Et on se rend un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera du nombre de manifestants attendus, 1 400 000. C'est les renseignements qui le disent. À tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Frédéric Souillot, secrétaire général de FO, et Fabien Villedieu, représentant Sudrail, et nos débatteurs. Les estimations pour demain, elles sont importantes, selon le renseignement. 1 400 000 personnes attendues sur tout le territoire, Monsieur Souillot. 320 manifestations organisées. À Paris, 60 000 à 90 000 personnes, dont quelques gilets jaunes et des éléments radicaux. Vous attendez quoi? Un raz-de-marée demain? Demain, la mobilisation historique. Alors, il y a 320 actions de prévues. Le 31 janvier, il y en avait 260. Donc, ça grossit. Et puis, là, dans les actions qui sont prévues, c'est les manifestations d'éclat. Je ne suis pas sûr. Les ralentissements aujourd'hui par les routiers ou quelques pneus qui brûlaient, alors c'était pas très écologique, mais dans le Nord et dans le Pas-de-Calais et en Normandie, étaient dans les 320.
D'accord, donc ça se rajoute, c'est-à-dire qu'il y aura plus de choses. Il y aura plus de choses, oui. D'accord. Monsieur Villedieu, 1 400 000. Si on remonte un tout petit peu dans l'échelle des manifestations, c'est 1984, les manifestations pour l'école libre. Donc, il faut remonter vraiment loin à l'arrière pour avoir autant de monde dans la rue. Si, ça se confirme demain, évidemment. Hein, voilà. 84, c'était la loi. 84. Hein, oui, moins. Donc, alors Bon, écoutez, moi je suis pas mentaliste, alors je n'arrive pas à faire des prévisions à 24 heures, mais on sent quand même qu'il y a une ambiance, une atmosphère. Et pour moi, demain, ce qui est important, c'est que ça doit être un tremplin. Voilà. Si on veut que la grève reconductive fonctionne, il faut que demain, il y ait une grève et un monde de dingue dans la rue. Voilà. Et tout le monde peut venir. Tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être ni cheminot, ni raffineur. Il ne faut pas rentrer ça dans la tête des gens. Tout le monde peut venir, même les artisans, ils veulent venir. Parce qu'effectivement, un artisan sur un marteau-piqueur ou sur... mais ils n'ont pas la caisse de grève, eux. Hein. Mais moi, je ne connais pas les caisses de grève des autres syndicats. Je connais la mienne. J'ai demandé à mon trésorier ce matin. Il m'a dit on a 0. Donc, bon, peut-être que... Oui, on a 0 à Sudrail. Voilà. Et officieusement selon les chiffres de la police et du syndicat. Donc, pour l'instant, et faire croire que la caisse de grève va financer l'entièreté d'une grève reconductible. Enfin, bon, ça se passe dans d'autres syndicats, mais c'est pour avoir une petite expérience des grèves reconductibles, y compris en 2019, où on avait eu quand même un petit pactole. Hein. Ça ne compensait pas, ça vous payait 1 voire 2 jours de grève. Voilà, on parle en 2019, il y en avait qui avaient fait 1 mois de jours de grève, donc c'est pas vrai que ça compense à 100% l'effort qui est fait. Voilà, il y a un vrai effort qui est fait, qu'il faut reconnaître, et ça serait faux de dire, bah non, de toute façon ta grève, elle va être payée par les caisses des syndicats. Enfin, c'est pas vrai. En tout cas, moi, j'espère que ça soit un tremplin très important. Alors, je sais pas, j'essaie de jouer mon mentaliste, peut-être qu'on a 500 000 personnes, qui serait un vrai bon gros tremplin pour aller plus loin et pour gagner. François Pupponi ? Justement, je suis conscient quand même, malgré la forte mobilisation, que demain, le gouvernement ne reculera pas sur la journée de demain. Il a déjà dit, il y aura du monde dans la rue, mais on continuera quand même. Bon. Donc, c'est quoi l'étape d'après ? Parce que vous dites grève reconductible, mais on voit bien que la seule solution pour vous, c'est quelque part de bloquer pour que l'impunité du mouvement de bloc fasse pression sur le gouvernement. Sinon, il n'y a pas d'autre échappatoire pour vous. Parce que, en termes, au niveau législatif, ça peut aller très vite. Hein. Le Sénat finit ce week-end. Derrière, il y a une commission mixte paritaire. C'est fin mars, quoi. C'est fin mars. Hein. Oui, voilà. Mais c'est quand même pas tout de suite pour les gens qui font grève. Hein. La commission mixte paritaire, on ne sait jamais. Ça peut aller. Mais ça peut retourner jeudi à l'Assemblée. Mais bon, après, il faut le temps que ça soit voté. Donc la question, c'est l'étape d'après, c'est quoi ? Non, mais la stratégie, on a fait des journées d'heures. C'était important de les faire. Et si on peut aujourd'hui imaginer une grève reconductive, c'est parce que ça a été un succès. Mais cette stratégie arrive à une certaine forme de limite. Et je suis d'accord, une journée aussi réussie soit-elle, même si c'est important que demain il y ait du monde, ne fera pas reculer le gouvernement. Donc la stratégie maintenant, c'est de cranter et c'est de partir tous ceux qui peuvent en grève reconductive. Monsieur Souillon, on parle des caisses de grève. Éric Revel avait une question à vous poser. Éric, allez-y. Combien de temps ? Et combien dans la caisse ? Je trouvais ça... J'ai une question de néophyte à vous poser, M. Souillot. Oui. Vous avez un trésor de guerre pour pouvoir aider vos adhérents qui vont faire grève. Donc, de combien vous disposez pour payer ces journées de grève de vos adhérents ? Et est-ce que vous ne trouvez pas injuste socialement que ceux qui vont faire grève, mais qui ne sont pas adhérents de votre syndicat, eux, ils auront 0 ? Alors, ça s'appelle pas un trésor de guerre. Non, bien sûr. Ça dépend de combien on parle-t-on ? Oui, ça dépend de quelle guerre on parle aussi. Oui. Donc, c'est pas un trésor de guerre. C'est une partie de la cotisation de chaque adhérent de Force ouvrière chaque année qui pour fonds de solidarité et de grève. Alors, on n'indemnise pas, et je suis d'accord avec Fabien, on n'indemnise pas les journées complètes. On indemnise nos adhérents par adhérent. 30 euros. 30 euros. C'est 30 euros par jour. Alors qu'il y a d'autres, la CFDT par exemple, c'est 7,60 € par heure non travaillée. Ouais. Donc chacun a un peu sa règle. On a chacun nos règles parce que y a du pluralisme syndical. Donc, après ça, c'est comment on a construit notre fonds de solidarité. Nous, c'est une part de la cotisation, si je ne suis ni adhérent de FO ni de la CFDT et que je fais grève... non, vous n'aurez rien. J'aurais rien, moi. Moi, j'aurais rien, moi. Alors, laissons parler M. Souillot. C'est injuste, c'est injuste. Laissez parler Frédéric Souillot. Écoutez. C'est une grève par répartition, en fait. Justement, S'il vous plaît, laissez parler M. C'était Souillot. ni par réalisation, ni répartition, ni grève par procuration. Les gens, quand ils décident de faire grève, parce que cette réforme des retraites, recul de l'âge de départ ou allongement de la durée de cotisation, on n'en veut pas.
ça coûte à tout le monde, même ceux qui seront indemnisés par les grèves syndicaux. Pour autant, les fonds de grève syndicaux sont versés aux syndicats dans l'entreprise ou dans l'administration. Et après, sur la répartition, ils le feront comme ils le voudront. Si je prends un exemple, ils ont 100. Ils sont 10 adhérents, mais il y a aussi des non-adhérents qui font grève. Eh bien, ils peuvent décider de répartir les 300 comme ils le veulent. Mais ça se passe au plus près du terrain. C'est comme la recon. C'est les assemblées générales qui décident. Nous, on a un fonds de grève de solidarité confédérale, mais vous avez la même chose dans les syndicats directement. Vous avez aussi parfois la même chose dans les fédérations et parfois dans les unions départementales. Maintenant, la transparence de la transparence s'appelle... Oui, c'est ça. Comment ? C'est pas d'une transparence folle. Pourquoi c'est pas d'une transparence folle ? Après, Monsieur Souillot, mais pas tous en même temps. Monsieur Souillot, Pas tous en la même temps. CFDT a dit qu'elle disposait d'un fonds de 150 millions d'euros. Vous avez d'autres syndicats, je pense c'est la CGT Solidaire qui, eux, à chaque fois, utilisent des cagnottes en ligne et c'est un système assez simple. Vous disposez de combien d'euros, en fait, votre fonds ? Du coup, nous publions nos comptes tous les ans et quand il n'y a pas de grève, une partie de ce fonds de solidarité retourne dans les comptes de la Confédération. Et c'est combien ? Donc tous les ans, on publie nos comptes. Là, on a un fonds de grève. Comment ? Vous voulez pas nous dire quel est le montant de votre fonds ? Regardez la publication des comptes de Force ouvrière. L'an passé, quoi. On a le chiffre, forcément. Vous aurez les chiffres que FO publie. Ben voilà, vous vous renseignez. Et vous pouvez tenir combien de temps, du coup ? Comment ? Combien de temps ? Vous pouvez tenir combien de temps par rapport à la somme que vous avez dans ce fonds ? On peut tenir plus de 2 semaines. Certainement 3. 3. Ah ouais, donc on est parti pour... on va juste s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'ENAR, que vous avez dit qu'il y avait des mouvements dans les raffineries. Et du coup, ça évidemment inquiète les automobilistes qui se ruent sur les stations essence. On a notre envoyé spécial Mathilde Libanaise et Pierre Emco. C'est un peu le sentiment que vous avez, Mathilde. Les gens viennent vite faire le plein avant que ça démarre. Bonjour Laurent. Écoutez, ici, c'est par vague. Beaucoup de personnes quand même se pressent dans cette station-service pour pouvoir faire le plein de carburant. Les automobilistes ont même bloqué l'intersection qui se trouve à l'entrée de cette station pour éviter de se faire voler la place dans la file d'attente, ce qui a créé un énorme bouchon. Les gens ont commencé à perdre place, à s'énerver, à klaxonner. Des scènes qui rappellent tristement celles d'octobre dernier où une station sur 2 était privée de carburant. Alors même si pour l'heure, la France n'est pas encore d'essence ou de diesel, ici les Français préfèrent venir quand même pour faire leur plein et éviter d'être à sec. Beaucoup nous ont dit être fatigués de cette situation, même s'ils comprennent les revendications. Ils ont peur pour beaucoup d'être bloqués, de ne pas pouvoir utiliser leur voiture pour aller travailler. Et surtout, ils ne veulent pas revivre la situation du mois dernier, d'octobre dernier, pardon. Absolument. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous sommes avec Mathilde Libanaise et Pierre Emco. Ça inquiète les Français, les pénuries d'essence. Ça peut bloquer longtemps, Monsieur Souillot, là, du côté des raffineries ? Ils décideront de ok. combien de temps ils vont faire. Mais aujourd'hui, on passe... Le gouvernement a fait comme s'il ne voyait rien. Le président de la République nous parle depuis l'étranger ou alors de Rungis ou du Salon de l'Agriculture. Et il s'étonne qu'aujourd'hui, on décide de se mettre en grève, de durcir le mouvement. Les autres mobilisations, dans les tracts intersyndicaux, on écrit compris par la grève. Là, on a écrit on met à l'arrêt. Eh bien, pour les salariés, c'est la grève. Est-ce que vous dites on met la France à genoux, Monsieur Souillot ? Comment ? Est-ce que vous dites comme d'autres, on veut mettre la France à genoux ? Alors, chacun est libre de ses paroles. Bien Nous, sûr, on dit c'est on pour met ça. la France à l'arrêt. D'accord, c'est pas pareil. Donc les mots ont un sens. Vous n'êtes pas sur cette formule-là. Je suis numéro 1 des confédérations et on a écrit un tract intersyndical où on a écrit la France à l'arrêt. D'accord. Monsieur Villedieu, la France à genoux ou pas ? Écoutez, si on met déjà le gouvernement à genoux, ou en tout cas à genoux à terre, ça sera bien, voilà, parce que aujourd'hui c'est très fort. Enfin, derrière les débats qu'il peut y avoir, enfin une pénibilité énorme. Hein. Enfin, les gens qui ont du mal à se projeter à 62 ans aujourd'hui, on peut comprendre parce que le sport numéro 1 dans la plupart des boîtes, c'est quoi ? C'est des seniors dès qu'ils peuvent. Ils ont du mal à se projeter à 62 ans. Donc, passer à 64 ans, c'est énorement de souffrance. Donc, si effectivement, on peut lui mettre un genou à terre à ce gouvernement, il ne faut pas s'en priver. On écoutera Gabriel Attal après. Je connais la François réponse, Pupponi. mais je demande une réponse sans langue de bois.
Est-ce que vous avez tous les deux du recul par rapport à l'action syndicale, est-ce que vous avez déjà connu une période comme celle-là, avec une telle mobilisation, une telle volonté d'aller jusqu'au bout? Non. Monsieur Souillot? Non. En 1995, il y avait déjà cette volonté. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Alors, il n'y a pas de grève par procuration. Et cette réforme des retraites, c'est 2 ans de plus pour tout le monde. Et mes camarades de la pénitentiaire, où on est la première organisation syndicale, disent aux DSO, on prend 2 ans ferme. Mmh. Donc là, il y a une vraie détermination, une vraie mobilisation. Parce que le contexte avec l'inflation, la hausse de salaire et le coût de l'énergie qui s'envole, et quel que soit l'organisme syndical ou qu'on soit journaliste, quand on fait le plein de carburant, on voit tous que les prix s'envolent. Et quand vous habitez... Et on paye des taxes à l'État, oui. Le premier gagnant, c'est l'État. Ah oui, jackpot. Quand vous habitez à la campagne, on peut vous parler de transport collectif, autant qu'on veut. Mais j'étais en Lozère la semaine dernière, ils seraient contents d'avoir le train, mais c'est à Clermont-Ferrand qu'il faut aller. Et pour se soigner, pour manger ou pour aller au boulot, c'est la voiture. Et la verticalité du pouvoir qui décide comme ça, ça marche pas. Écoutez Gabriel Attal, qui s'est exprimé aujourd'hui, qui renverse la responsabilité du blocage du pays sur vous en disant, voilà, il n'y a que les cols blancs, en fait, qui peuvent faire grève, pas les classes populaires. Écoutez-le, puis vous allez réagir. Ce que je dis, c'est que quand on dit qu'on veut mettre l'économie française à genoux, ce sont des usines, ce sont des travailleurs, ce sont des Français qui travaillent. Ce que j'ai dit ensuite, c'est que quand il y a des blocages, la réalité, c'est que ce sont souvent les plus modestes et les plus fragiles qui sont les premiers impactés par les blocages. Comme je l'ai dit, les cols blancs, comme on dit blanc, en général, ils peuvent télétravailler, ils peuvent aller travailler à vélo parce qu'ils habitent à côté de leur travail. Pas les travailleurs les plus modestes et les plus fragiles qui doivent se lever, prendre le métro, prendre leur voiture pour aller travailler. Alors, M. Souillot, qu'est-ce que vous répondez, Gabriel Attal ? Je lui réponds la même chose que ce que nous avions dit au moment de la pandémie. Les invisibles, la deuxième ligne qu'ils devaient valoriser. Pour cela, ils ne demandaient pas à ce qu'on les applaudisse le soir à 20h. Mais ils nous avaient expliqué que les éboueurs, parce qu'on était tous d'accord. Tout à l'heure, j'ai rencontré un égoutier. Eh bien, l'égoutier, eux, leur espérance de vie en bonne santé, c'est 61 ans. Et on va leur demander de faire 2 ans de plus, égoutier demain. Et ils gagnent à peine au-dessus du SMIC. Alors après des primes d'insalubrité et tout cela, ils seront en grève demain. Donc regardez quand Carrefour a fait son projet de restructuration et tout cela, eh bien les salariés de Carrefour se sont mis en grève. Et les caissières, elles sont à temps partiel imposé, elles vont se mettre en grève aussi demain. Et je les ai rencontrés la semaine dernière au salon de l'agriculture. Les salariés de l'agroalimentaire, les abattoirs, ils font grève demain, mercredi et jeudi. Parce que jeudi, ils ont la négociation de branche sur leur salaire. Alors eux, ils sont au SMIC, puis après, ils ont des primes à la tâche quand ils découpent plus de bêtes et tout cela. Eh bien, on leur propose entre 1,5 et 2% d'augmentation, avec une inflation à 6,2. Eh bien, là, ils se mettent en grève, reconductible, pendant 3 jours. Et on n'a pas de stock. Aujourd'hui, on travaille en flux tendu parce qu'il ne faut pas stocker. Ça coûte cher, on regarde d'abord l'économie avant de penser aux issues derrière les bêtes qu'on doit découper. Eh bien, comme il n'y a pas de stock, si la guerre dure un peu, le week-end prochain, vous n'aurez pas de viande. C'est à ce moment-là les producteurs qui seront pénalisés. Ceux qui produisent. Les premiers qui sont pénalisés, c'est ceux qui s'usent au travail. Oui. Ils ne s'usent pas au travail, les agriculteurs ? Ah mais si, certainement. Mais s'ils peuvent plus vendre leur viande, ça se passe comment ? Regardez, c'est un petit peu comme la bête, on lui achète pas assez cher, on la transforme on l'achète pas du tout. Oui, on la transforme par des salariés qu'on paye au SMIC, et au bout du bout, nous on voit quand même les prix s'envoler dans la phase. Qui gagne ? En tout cas, pas le travailleur. Et pas l'agriculteur. Je vous passe la parole dans un instant. On fait les titres de l'actualité. Il est 18h31. Alexis Vallée. Le hashtag #BlockChallenge lancé par Louis Boyard fait polémique. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a porté plainte contre le député insoumis pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Selon elle, je cite, « Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. Appeler au blocage des lycées, c'est risquer l'affrontement ».
Dernier hommage à l'ancien footballeur Juste Fontaine. Ses obsèques se sont déroulées cet après-midi à Toulouse. Juste Fontaine était entré dans la légende avec ses 13 buts marqués lors de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Un record jamais inégalé depuis dans une phase finale de Coupe du Monde. Et on reste dans le football avec une fin de saison pour le Brésilien Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain doit être opéré à la cheville. Il sera absent de 3 à 4 mois, alors que son club doit rencontrer le Bayern Munich mercredi en Ligue des Champions. Voilà, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On continue à parler de cette journée de blocage pour lutter contre la réforme des retraites. On apprend que 3 des 4 terminaux méthaniers en France seront arrêtés pour 7 jours. Un syndicat. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. 18h37 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ça va bloquer dur demain dans les transports en commun avec des grèves reconductibles mercredi. On rejoint tout de suite à la gare Parnasse, et je ne m'abuse, Solène Boulan, Olivier Gangloff. On fait de ce qui va circuler ou pas pour demain. Solène, bonsoir. Bonsoir Laurence, alors écoutez, c'est un mardi noir qui s'annonce dans les transports, vous l'avez dit. La SNCF prévoit en moyenne un TGV sur 5 sur les axes nord, est et Atlantique et un train sur 3 sur l'axe sud-est. Un train sur 4 circulera du côté des Ouigo, 1 sur 5 pour les TER et aucun train pour les intercités. Alors ici, gare Montparnasse, certains voyageurs ont anticipé les perturbations et adapté leur trajet. Je vous propose de les écouter. Alors moi le problème c'était de rentrer à Paris du coup en direction de Bordeaux et voilà, de prendre le train un peu plus tôt pour éviter voilà, les grèves qu'il va y avoir déjà aujourd'hui et aussi pour demain. C'est pour soutenir le mouvement de grève, c'est hyper important, donc c'est aussi à nous de nous adapter en fonction des personnes qui vont être amenées à faire grève pour défendre leurs droits et pour les manifestations qui vont arriver, quoi. On avait un train de retour qui était mercredi et puis le train était annulé et on le reprend jeudi matin à la place. Voilà. En fait, on est là pour la manifestation, donc nous ça nous va très bien. De toute façon, qu'ils fassent grève, ils ont raison de faire grève et on est là et on est aussi dans le même bateau. Il y a plein de gens qui font des efforts de prendre le train, les transports en commun et tout alors qu'ils pourraient prendre autre chose. Et au final, c'est plus encombrant qu'autre chose, alors que c'est censé être quelque chose qui permet à tout le monde de voyager, de se déplacer. À Paris, les transports en commun seront eux aussi fortement impactés. Seules les lignes 1 et 14 du métro qui sont automatiques fonctionneront normalement. Enfin, comptez en moyenne un train sur 3 pour les RER A et B et un train sur 5 pour les RER C et D. Merci beaucoup pour ces précisions. Solène Boulan, sur place avec Olivier Gangloff. Monsieur Villedieu, ça va bloquer très dur à la SNCF. Les cheminots sont très remontés. Oui, les cheminots sont très mobilisés, mais ils sont très mobilisés parce qu'ils voient autour d'eux, ils ne sont pas tout seuls. Il y a plein d'autres secteurs. Moi, pour l'instant, les chiffres que j'ai, c'est-à-dire les gens qui doivent se déclarer, parce qu'on a un service garanti qui oblige un certain nombre de métiers, notamment les conducteurs de train, de se déclarer 48 heures avant. On est à 77% de corps de train qui seront en grève demain. Voilà. C'est-à-dire le même chiffre que le 19 janvier. Et c'est-à-dire bien au-dessus de ce qu'on avait les autres jours. Donc voilà, donc là on a une base de mobilisation qui par ailleurs sera renforcée par la grève et la manifestation professionnelle de demain, par toutes les initiatives qu'on connaît quelquefois qui ne sont même pas remontées à nous, parce que c'est ça qui est super dans les grèves et les mobilisations comme ça, c'est qu'il y a plein d'initiatives, de mobilisations, de gens qui vont voir 2-3 collègues qui vont faire telle manifestation, telle ou telle action, telle ou telle voilà, et c'est toute la richesse de cette mobilisation, et je me dis que c'est cette énergie-là qui nous permettra de gagner. Voilà. Et je pense que quand je vois Gabriel Attal parler au nom des ouvriers, des gens qui font grève. Stop, quoi. Franchement, mais personne ne le croit. Personne ne peut croire que le gouvernement s'occupe des couches populaires, des premières lignes et des secondes lignes. Enfin, on est en permanence stigmatisé, que ça soit dans la fonction publique. Fonction publique, t'es un fonctionnaire, t'es un privilégié. Régimes spéciaux, t'es un fonctionnaire, alors que c'est pas vrai, t'es un privilégié. On est d'ailleurs tellement des privilégiés, d'ailleurs je le dis, la SNCF va embaucher 7000 personnes en 2023. Donc tous ceux qui pensent que c'est la planque à la SNCF, venez parce qu'on n'arrive pas à embaucher. Voilà, parce que dès qu'on leur explique que c'est du 3-8, c'est des horaires décalés, tu bosses sous des essieux à remplacer des semelles de frein, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, vous avez du mal à recruter, c'est ça que vous nous dites. Mais la SNCF et la RATP non plus.
Voilà, donc là. Mais il n'y a pas que chez... Non, mais il n'y a pas que chez vous. Sauf que ça, c'est nouveau chez nous. Non, mais regardez, il y a même. C'est nouveau dans vos métiers. Sauf que ça, c'est nouveau chez nous. Ça, c'est nouveau chez nous. Pourquoi? Attendez, parce que pas tous en même temps. Avant, notamment. Il n'y a plus le régime spécial depuis 2020. Voilà. Notamment, avant, il y avait ce qu'on appelait le statut, notamment le régime spécial, qui permettait, et je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour pénibilité, mais pour des raisons d'attractivité, de fidélisation des salariés, qui permettait de garder les ouvriers. Voilà. Maintenant, ça n'existe plus ou ça n'existera plus à cause notamment de cette réforme. Donc après, c'est comment vous attirez les gens. Le salaire. Le problème du salaire, c'est que nous, Farandou, il nous explique, le patron de la SNCF, moi, je peux pas trop augmenter les salaires parce qu'aujourd'hui, il y a des appels d'offres. Voilà. Donc la SNCF, elle est en concurrence avec les autres. Si j'augmente trop les salaires, je suis trop cher et donc je perds les marchés. Donc, mais du coup, comment tu fidélises? Et la SNCF est largement déficitaire. Non. Non, elle a annoncé 2,4 milliards de bénéfices. On est gavé d'argent. On est gavé d'argent. Non, mais ça, c'est encore c'est le préjugé numéro 17 sur la SNCF. Mais après, il y a un autre sujet. Il y a aussi une génération qui a plus envie d'avoir des contraintes, qui veulent travailler. Enfin, tous les métiers n'arrivent pas à recruter. Tous les secteurs, c'est pas que les secteurs. C'est pas que les secteurs protégés. Qui sont concernés par les problèmes de pénurie. Tous les secteurs sont concernés par le fait que certains jeunes maintenant ne veulent plus travailler dès lors qu'il y a un nombre de contraintes. On n'est pas ce qui est un vrai sujet. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'au niveau de la production, des métiers de production, il faut recréer des leviers d'attractivité. Voilà, parce qu'autrement, les gens ne viendront pas. Du coup, vous n'aurez pas de serveurs, vous aurez bus, parce qu'on n'arrive pas à recruter les chauffeurs de bus, vous n'aurez pas de contrôleurs, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc effectivement, il faut recréer. Moi, je ne veux pas faire un jugement, est-ce que c'était mieux avant? Maintenant, la situation est comme ça. Voilà. Si les jeunes, ils pensent que effectivement, il faut moins s'engager dans le travail que peut-être d'autres générations, il y a peut-être d'autres choses. Voilà, moi, je ne suis pas dans le jugement. Si c'est comme ça, il faut créer de nouveaux leviers d'attractivité. Et Monsieur Souillot, vous, on arrive dans un contexte d'inflation qui est terrible pour les Français. 14,5% d'inflation sur l'alimentaire. Ça va augmenter encore de 10%. Les Français sont absolument pris à la gorge quand ils font leurs courses. Ces colères-là, elles peuvent s'agréger autour de la contestation des retraites, de la réforme des retraites. C'est ce que je disais tout à l'heure. La réforme des retraites, c'est le catalyseur. C'est le catalyseur vis-à-vis du pouvoir en place qui, mesure après mesure, la loi pouvoir d'achat de mi-juillet, elle fait quoi? Elle fait des rustines. Alors bien évidemment, certains l'ont pris. Mais regardez sur le chèque carburant. Il y avait 10 millions potentiels de personnes qui devaient le prendre, à peine 3. Parce qu'on ne fait pas l'aumône. Quand on travaille, on veut remplir l'ego avec sa paye, pas autre chose. C'est parce que aussi c'est compliqué, parce que les gens ne sont pas forcément tous au courant aussi. Je vous le dis, on ne fait pas l'aumône. Vous voyez, quand vous allez à la caisse du... Comment? Non, mais ça, on comprend très bien. Vous comprenez bien, mais il n'empêche que 22% de plus au Resto du Cœur. Oui, mais ça, c'est pas donc c'est bien contradictoire. Moi, je l'ai aussi vécu. Non, mais vous parlez tous en même temps. Laissez-nous terminer, Monsieur Souillot. Donc, ce que disait Fabien juste avant, à traiter des métiers et régimes spéciaux. C'était le contrat social, le régime spécial, pas autre chose, pour que ces métiers-là soient attractifs. Et souvent, on y faisait rentrer nos enfants. Puis, les jeunes, ils ont envie de travailler. N'oublions pas que ce sont nos gosses. C'est nous qui les avons élevés. Et on leur a dit, plutôt un boulot qui soit mieux payé, avec moins de contraintes. Quand j'entends sur spéciaux, on arrête celui des clercs de notaire. Il existe depuis 1933. C'était un régime spécial, pionnier. Même avant qu'on crée notre système de protection sociale collective, ce régime-là, il existait déjà et il est autonome. Donc pourquoi on va le remettre en cause? Pourquoi on le remet en cause? Juste parce qu'il faut enlever les régimes spéciaux, l'égalité, la justice sociale. Dans la communication de la justice, ça marche. Non. Alors, qui veut prendre la parole? Maintenant, allez-y. François Pupponi. Aux gens en difficulté, malheureusement, compte tenu de la gravité de la situation, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus de scrupules à aller au Resto du Cœur, dans les épiceries sociales. Voilà. Moi, je vois, j'ai été élu d'une ville comme Sarcelles. Au marché, les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant? On leur vend des yaourts un jour de date de péremption. On leur vend des fruits et des légumes qui sont le rebut de ce qu'il y a à Rungis, que certains vont récupérer pour ne pas leur vendre. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter autre chose. Donc, on parle de la malbouffe, c'est aussi ça aussi. C'est que, malheureusement, ceux qui n'ont pas les moyens, ils achètent ce qu'ils peuvent, ou ils vont dans les épiceries sociales.
Et maintenant, la queue devant les restos du cœur et les étoiles, c'est quelque chose de normal, on passe devant, et les gens n'ont plus aucun scrupule à y aller, parce que c'est une question de survie. C'est dramatique, hein, mais c'est une question de survie pour leurs enfants, donc ça fait longtemps qu'ils ont dépassé, entre guillemets, la honte que cela pouvait provoquer. Du coup, c'est une question politique. Maintenant, il faudrait qu'on reparle de conditionnalité des aides publiques aux entreprises, puisqu'aujourd'hui, 163 milliards d'euros par an d'aides publiques aux entreprises, sans aucune condition. Les conditions pour les organisations syndicales, c'est maintien dans l'emploi, conditions de travail et salaire. Comment se fait-il qu'il y ait autant de coefficients dans les conventions collectives du privé qui soient en deçà du SMIC? Dans la santé privée, 49 coefficients sont en dessous. Alors personne n'est payé en dessous, mais ça veut dire qu'ils sont écrasés. Et après, on va s'étonner sur l'attractivité de ces métiers. On n'arrivera pas à embaucher tant qu'on ne résout pas la question des salaires. Si vous travaillez pour vivre, pour manger et remplir votre frigo. C'est avec la paye, c'est pas avec autre chose. Fonctionner. Éric Revel, Monsieur Souillot, vous avez employé tout à l'heure, utilisé un mot important, je trouve, pour parler de la réforme des retraites. Vous avez dit que c'est un catalyseur. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. Mais pardonnez-moi, ce mouvement social aussi, là, qui intervient dans un contexte particulier de crise sociale, de crise économique, de crise tout court de la société française, c'est aussi un catalyseur pour les syndicats. Parce que d'une certaine manière, vous jouez aussi, j'allais dire, le rebond des corps intermédiaires sur cette mobilisation. Vous en êtes conscient. Ne me dites pas simplement que c'est moi qui est en difficulté. Les syndicats le sont depuis longtemps dans ce pays. On peut le regretter ou au contraire l'applaudir, mais ils le sont. Donc vous jouez aussi une forme de rebond en direction de la population et peut-être de vos futurs adhérents. Vous êtes d'accord? Alors, Monsieur Souillot. Alors, on a été, sous le quinquennat précédent, mis de côté. Oui. Le paritarisme, les syndicats n'arrivent jamais à se mettre d'accord, les empêcheurs de tourner en rond et tout ce qu'on a pu entendre. Et puis après l'élection, le deuxième tour des législatives, le président public, façon générale de Gaulle, je vous ai compris, le dialogue social doit revenir. Eh bien, en fait, je pense qu'il n'a rien compris. Et aujourd'hui, les organisations syndicales, les travailleurs, les salariés où qu'ils se trouvent, pensent que ce que nous mettons en place comme stratégie pour contrer cette réforme des retraites, mais comme on l'a dit sur l'assurance chômage, sur le reste, ben oui, ça nous redonne. Voilà, donc c'est important pour les syndicats aussi. Ce moment est important. Mais en même temps, nous sommes dans un. C'est pas dramatique de le dire. Nous sommes dans un pays où, que vous soyez adhérent ou non, tous les accords signés par les organisations syndicales s'appliquent à la totalité des salariés et des travailleurs. Aujourd'hui, on montre que les organisations syndicales, elles savent gérer les choses socialement et la stratégie que nous avons mise en place depuis le 10 janvier, ben, elle fonctionne. Monsieur Villedieu, vous pouvez répondre. Moi, je vous le dis, très honnêtement, moi, je ne suis pas dans le calcul. Je ne suis pas là pour redorer le blason des organisations syndicales. Je m'en contrefous. C'est contre-fou complet. Ben non, moi je suis là parce que je trouve que cette réforme est injuste et que derrière cette réforme il y a de la souffrance. Bien sûr, mais aussi. Et moi le cœur militantisme, et je pense que tous ceux qui s'investissent dans le militantisme, c'est par conviction. C'est parce qu'on pense qu'on veut un monde plus juste. Et moi c'est ça qui motive, c'est pas est-ce qu'on va faire plus de cartes, on va redorer ça, je m'en contrefous. Franchement, je vous le dis, mais très honnêtement, je m'en contrefous. Moi, cette réforme, je la trouve profondément injuste. On a parlé pendant des semaines aussi de l'enjeu de pas être dépassé par les manifestations. On en parlait tout à l'heure aussi de la question des militants qui vous sont et vous poussent à aller encore plus loin contre le gouvernement. Quand on voit par exemple l'évolution du positionnement de Monsieur Berger, il montre une seule chose. Je dis pas que c'est un opportuniste, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit, mais il agit et il parle aussi en fonction de ce que dit sa base. Et sa base lui dit qu'il faut taper beaucoup plus dur contre le gouvernement. C'est logique, on a fait 5 journées de 24 heures avec un monde de dingue dans la rue et un gouvernement qui dit ah bah non moi je reste droit dans mes bottes. Bah fatalement tout le monde dit bah s'ils écoutent pas avec une journée il faut cranter, il faut partir. Pourquoi pas lorsqu'on peut en grève reconductive. C'est ça qui se joue aussi, c'est que le gouvernement il vous teste aussi puisque il fait on marche à vue le gouvernement. Le test a eu lieu, je crois. Non, il vous teste aussi en disant voilà parce que s'il arrive à faire voter sa réforme, c'est quand même le syndical qui est en difficulté par rapport à avoir mobilisé beaucoup de gens, et ça ne leur a pas servi à grand-chose. Frédéric Souillot, sur ce que dit M. Pupponi. Le gouvernement ne fera pas voter sa réforme. Nous allons gagner, nous devons gagner. On n'a pas le choix. Cette réforme, elle est injuste et brutale, point. Et on ira jusqu'au bout.
Bien évidemment, comme vous le dites, sur le terrain, les bases et tout disent, ça suffit. Maintenant, on arrête. Il ne nous voit pas, il ne nous entend pas. Et certains chefs de grandes entreprises nous disent, nous, on n'était pas trop pour cette réforme, mais il faudrait arrêter. Vous avez le président, dites-lui qu'il arrête, qu'il retire sa réforme. En même temps, on ne prend pas le sujet par le bon sens. On nous dit, on fait une réforme des retraites et je vous promets, il y aura tout ce qu'il faut dans une loi sur l'emploi. On signe un chèque en blanc et puis dans 2 mois, on nous explique les choses. Non, on aurait dû commencer par parler de l'emploi. Et notre système par répartition. On est tous d'accord sur le alors, plateau. prenez vos cartes, au moins dans les organisations syndicales. Voilà. Est-ce qu'on aura droit aux 30 €? La pension minimum à 1 200 €, pareil. Moins de 10 000, dont seulement, été floué. Excusez-moi, femmes. Que 2000 femmes. Et on nous disait, pour la justice et tout le reste, aujourd'hui, à 67 ans, ceux qui liquident leur retraite à 67 ans, 40% sont des femmes. Les carrières hachées et tout ce qu'on a pu connaître et tout cela. 40% sont issus de l'immigration avec les papiers qu'on ne leur fait pas dès le départ. Et 20%, c'est les accidents de la vie. Les gens qui sont tombés malades parce qu'ils l'ont choisi. Si on les écoute, c'est profiteurs et compagnie chez les travailleurs. Donc stop. À un moment ou à un autre, il faut qu'ils nous entendent et qu'ils retirent son projet de réforme. Éric Revel, une petite question. Oui, je voulais demander à M. Villedieu si... alors, j'ai bien compris votre courroux. On n'est pas là pour redorer le blason des syndicats. Mais tout de même, vous êtes conscient du fait que même dans les sondages, ça se voit. C'est-à-dire que les Français évoluent par rapport à la vision qui syndicats avant cette mobilisation. C'est-à-dire que vous étiez un peu regardé de travers. Et là, de nouveau, les syndicats, je pense... En tout cas, dans les sondages, on le vend en poupe. Donc, ça veut dire quand même que la stratégie a réussi, mais que quelque chose d'important pour redorer ce blason. Pardonnez-moi, même si le terme vous plaît pas. Redorer le blason, là, on se cognait, là. Ce qui est sûr, c'est que le syndicat, c'est un outil. Voilà. Si vous ne l'utilisez pas, si vous le laissez côté, ça ne marchera pas. Et quand même, je trouve que dans les entreprises où il y a des syndicats, par rapport aux entreprises où il n'y a pas de syndicat, ça se voit. Il y a plus de droits. Et souvent, d'ailleurs, vous savez, le développement des syndicats, c'est pas lors de ces mobilisations-là. C'est sur le quotidien, c'est sur le carreau cassé, c'est le collègue qui vient vous voir parce qu'il ne comprend pas sa fiche de paye, il lui manque une prime. C'est là-dessus que les syndicats se construisent. Ils ne se construisent pas forcément sur ce type de mobilisation. Le CDI senior qui a été voté au Sénat, vous dites quoi, M. Souillot? C'est une bonne chose ou pas? Je dis, vous savez qu'il existait dans la loi un CDD senior depuis 2006. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, en 2019, avait épinglé le gouvernement en disant « on n'a pas de statistiques, donc on va refaire encore autre chose » et ça ne marchera pas. Alors, quand vous serez en CDI senior, il faudra que vous arriviez avec votre relevé de carrière, que vous expliquiez combien de temps va durer votre CDI. Ça va s'appeler un nouveau CDD. On n'en veut pas. Donc, c'est une usine à gaz. Oui, mais comment on fait pour faire... Parce qu'un des problèmes, c'est l'embauche des seniors. Comment on fait pour favoriser... Et les techniques, on les connaît dans notre pays. C'est des avantages pour les entreprises à embaucher les personnes, soit les jeunes, soit les seniors. Alors, la solution? Mais alors, pourquoi des avantages? C'est comme ça que ça fonctionne. Ah bon? Des incitations, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Sur d'autres moi, pourquoi on a 900 000 apprentis en France maintenant, alors qu'on avait 200 000, parce qu'il y a des aides? J'en ai une. Enfin, les aides, elles doivent être compensées par l'État dans les caisses de notre système de protection collective. Le mot de conclusion, M. Souillot. Aujourd'hui, sur l'emploi des seniors, sans faire d'allègement de cotisation, une fois de plus, on met une condessier des aides publiques aux entreprises. D'accord. L'aide publique que l'entreprise touche sur CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui est devenu une aide pérenne. Donc c'est pour les grandes entreprises. Quelle que soit l'activité de l'entreprise. Ah non, CICE, ça marchait pour tous. Toutes les petites aussi. Très bien. Allez, merci beaucoup. On aura l'occasion de reprendre ce débat demain, puisqu'il y aura cette mobilisation contre la réforme des retraites. Merci beaucoup, M. Villedieu. Merci Frédéric Souillot, de Force Ouvrière. Louis de Ragnel, François Pupponi, Éric Revel. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews avec ses invités et Face à l'info. Et Europe 1 Soir avec Raphaël Devolvé et Medjabé sur Europe 1. Bonne soirée sur nos 2 antennes.